Aujourd'hui, on va parler d'une maladie dont on parle trop peu. On en parle de plus en plus, certes, mais pourtant, elle concerne des millions de femmes et elle mérite encore d'être connue davantage. C'est une maladie invisible, intime et parfois très invalidante. Elle touche le corps, le couple, la fertilité, la parentalité, la vie sociale, le travail et ça touche parfois même pas loin de l'identité des femmes qui en souffrent. L'endométriose, ce n'est pas seulement des règles douloureuses, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas, heureusement, une fatalité à supporter en silence. On est là pour en parler dans ce live. Je ne vous promets pas, évidemment, un miracle. On n'est pas là non plus pour être dans le blâme, la victimisation. On n'est pas là non plus pour poser des diagnostics, je le rappelle toujours, un petit disclaimer, mais on est là pour donner de la compréhension, de la clarté, de la vulgarisation, des clés, des solutions pour mieux vivre et mieux comprendre cette pathologie, pour aussi y remettre de la dignité. Voilà. Là où on peut rencontrer parfois de la solitude et parfois de la culpabilité ou de la culpabilisation. Donc que vous soyez concerné directement ou indirectement, comme on a commencé à en parler, que ce soit personnellement ou au sein du couple, de la famille, de la société, du travail, que vous ayez un proche, des proches, une proche atteinte par cette maladie. On le rappelle, c'est une maladie exclusivement féminine, mais elle va impacter tout l'entourage indirectement. Que vous soyez professionnel de santé, que vous soyez curieux de comprendre le corps humain, voilà, vous êtes au bon endroit. Bienvenue, c'est une intro un petit peu longue, mais je pense que ça a mérité ça, puisque c'est une maladie quand même qui le mérite, voilà, qui mérite qu'on prenne du temps pour en parler, voilà, parce que notre corps mérite qu'on l'écoute pleinement. Donc on est tipar, comme on dit, merci encore une fois. Je le rappelle, cette vidéo, c'est un replay d'un live que j'ai fait sur Twitch. Là, je le fais un tout petit peu en avance. La semaine prochaine, donc tout début mars, là, du 2 au je ne sais plus combien, mais au 9 probablement, c'est la période de sensibilisation à la maladie, donc à l'endométriose. Donc je m'y prends un petit peu en avance, comme ça vous aurez toutes les infos pendant cette semaine-là. Et si jamais ça vous dit, parce que là c'est évidemment une rediffusion, si jamais ça vous dit de venir en live, venez sur la chaîne Twitch. Ma chaîne c'est Coca, K-O-K-A, excusez-moi. Et si à l'inverse vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à retrouver tous mes rediffs. Je remets toutes les rediffs de live. On est rendu quasiment à presque 40. On doit être rendu à 38 live. Voilà, venez sur la chaîne YouTube Caro_stream et je serai ravie de vous y retrouver avec tous vos commentaires, toutes vos questions, tout ce qui vous inspire pour les prochains sujets. Surtout, n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires ou dans le chat. Voilà, faites-moi part de tous vos retours, toutes vos questions. Voilà, donc coucou YouTube, merci SpaceX, c'est trop sympa. Voilà, nous sommes partis. Donc on va essayer de balayer tout ça. On va être ensemble plusieurs heures. SpaceX, coucou YouTube, venez sur Twitch, ça fait plaisir. Alors pourquoi on parle d'endométriose aujourd'hui ? Donc comme je disais, il y a la semaine de sensibilisation à cette maladie, et cette maladie a souvent été et trop longtemps sous-diagnostiquée, sous-estimée. Le temps de diagnostic moyen de cette maladie, c'est 7 à 10 ans. C'est énorme. C'est énorme quand vous savez que ça implique des souffrances mensuelles ou quotidiennes. Passer plusieurs années à en souffrir, c'est long. C'est long, voilà. Donc ça mérite vraiment qu'on prenne le temps de remettre toujours plus de lumière sur cette pathologie. La science évolue, la médecine avance. Donc on est là pour justement pour en parler. Voilà le pourquoi du comment. Sachant que moi je me suis même pas présentée, donc moi c'est Caro, je suis ostéopathe
Voilà, je ne suis pas médecin. Je suis là pour vous transmettre ma passion pour le corps humain et l'anatomie et l'expérience de ce que je peux voir voilà, en cabinet, ce que les personnes me confient, ce que je vois au quotidien dans ma pratique. Voilà. Et j'ai cette grande passion pour le corps humain, la santé et l'humain, on va dire, en règle générale. Et j'espère pouvoir vous la transmettre à travers les lives et ces vidéos. Donc voilà, je ne suis pas médecin. Et si vous avez un quelconque doute sur quoi que ce soit dans votre santé, dans votre état physique, dans votre état moral, quel qu'il soit, allez consulter. Voilà, surtout ne restez pas avec vos questions, vos doutes, vos douleurs et vos problématiques. Il y aura toujours un thérapeute, une association, voilà, un professionnel de santé qui sera là pour vous écouter et pour vous accompagner. Voilà. Pourquoi on parle d'endométriose aussi? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, l'impact social, il est énorme. Parfois, ce sont des douleurs invalidantes qui vont gêner aussi au boulot, qui vont gêner dans la vie de famille, qui vont gêner dans des projets de parentalité. Voilà, donc c'est une maladie parfois qui est passée un peu sous silence. Voilà, parfois on tait ces douleurs. Et aujourd'hui, je vous incite à ne plus taire ces douleurs et à aller consulter. Même si ça touche une sphère qui peut être, on va dire, pudique, gênante. Voilà, ça touche évidemment à la sexualité, ça touche à toute la sphère gynécologique féminine et au couple aussi. Mais parlez-en. Voilà, les professionnels de santé sont là pour accueillir vos paroles et vos douleurs, vos doutes, vos questionnements. Donc n'ayez aucune gêne, surtout à en parler. Voilà, ne pas rester avec ce silence et ce poids sur les épaules. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler dans le chat? Ou est-ce que vous avez des proches, voilà, qui sont touchés? Surtout, n'hésitez pas à me faire des petits retours sur ce que vous en avez compris, sur ce que vous avez pu expérimenter autour de cette pathologie. N'hésitez pas, hein, surtout à intervenir. Hein. Moi, je ne suis pas prof, hein, et on est là pour échanger justement à propos de ce sujet-là. Pourquoi on appelle ça endométriose? Voilà, pourquoi il y a un... Oui et oui. Oui et oui. Pourquoi on appelle ça l'endométriose? Déjà, on va essayer depuis tout à l'heure, on dit endométriose. Pourquoi ce nom a couché dehors? Ben, tout simplement, au niveau de l'utérus, donc c'est une maladie féminine qui va toucher les femmes, les personnes nées avec un sexe féminin. Ça, c'est un utérus, et là un vagin. À l'intérieur de l'utérus, vous avez la muqueuse de l'utérus. C'est elle qui se désagrège pendant les règles. Au moment des menstruations, pendant les règles, c'est cette muqueuse qui s'épaissit tout au long du cycle pour pouvoir potentiellement accueillir le fœtus et le nourrir, hein, lui donner des apports en sang, en nutriments, etc. Hein. L'œuf, il va venir se loger dans ce petit coussin moelleux, hein, de la muqueuse utérine. Et si il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de fœtus, elle va se désagréger, cette muqueuse, et donc être expulsée par le col de l'utérus et le vagin. Voilà, ce sont donc les règles. Cette muqueuse-là, on appelle ça l'endomètre. Voilà. Il y a plusieurs couches dans l'utérus. L'endomètre, c'est la couche la plus à l'intérieur. La couche du milieu, c'est le muscle utérin, c'est le myomètre. Et autour, vous avez tout le tour de l'utérus qui est la couche la plus externe. Voilà, une sorte de c'est pas une coque, c'est pas vraiment le terme exact, mais voilà, vous avez 3 couches bien différenciées. L'extérieur de l'utérus, le milieu qui est le muscle et l'intérieur qui est la muqueuse. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin de savoir. Il y aurait sûrement beaucoup plus de précision à donner, mais c'est pas... Voilà, là, ça ne vous servira pas. On n'est pas en cours d'anatomie, mais rien que si vous savez ça sur l'utérus, c'est déjà énorme. Donc, endométriose, donc on entend endomètre. Iose, souvent, c'est quand il y a une sorte d'anomalie, de pathologie. Voilà, donc ça veut dire que c'est une anomalie qui touche
ce tissu, cette couche-là de l'utérus. Sachant qu'il y a aussi une variante de l'endométriose qui s'appelle l'adénomyose. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là aussi, c'est moins fréquent de l'entendre, mais l'adénomyose, c'est aussi une variante, si je puis dire, c'est une version voilà, de l'endométriose, parce qu'il y a l'endométriose externe, on va le voir. Ces petites cellules, qui sont normalement dans l'utérus, elles vont être situées à des endroits où elles ne sont pas censées être, dans les trompes, dans le petit bassin, etc. Parfois même jusque sur le diaphragme, au niveau des ligaments, enfin voilà. Donc ça, c'est l'endométriose externe. Le tissu de l'endomètre, il est ailleurs, il est ectopique. Donc il part là où il ne devrait pas être. Et il y a de l'endométriose donc interne qu'on appelle adénomyose. Myo, comme myomètre. Donc en fait, vous voyez, ça crée en fait, comme si l'endomètre, vous voyez, il rogne un petit peu sur le tissu voisin. Voilà, donc il vient rogner sur le muscle. Voilà, pénétration des foyers de l'endomètre à l'intérieur du myomètre, à l'intérieur du muscle. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec des sortes de foyers là dans la couche musculaire. Voilà. Donc soit le tissu, il part, vous voyez, complètement à l'extérieur de l'utérus, soit il va venir créer des sortes de cavités. Enfin, c'est pas tout à fait exact, mais imaginez voilà, que ça prend la place du tissu voisin, quoi. Super sympa. Pas très sympa, hein, l'endomètre. Ça, c'est donc adénomyose. Donc vous voyez déjà, pour une même maladie, vous avez un petit peu deux visages différents. Ça commence. Ça commence. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler d'adénomyose, mais voilà, sachez que c'est aussi une variante de l'endométriose qui elle est donc sa version interne. Voilou. Qu'est-ce que je regarde si j'ai oublié de vous dire un truc dans mes petites notes. Donc c'est ça, l'endométriose, c'est la présence du tissu, on va dire, du tissu endomètre, en dehors, ou en tout cas là où il n'est pas censé être. Il se retrouve à être là où il n'est pas censé être. Donc soit dans le muscle, soit complètement à l'extérieur de l'utérus, dans les trompes, sur les ovaires, dans la cavité abdominale, sur le diaphragme, dans les ligaments, sur les ligaments. Voilà, il part, il décide de se barrer et de faire sa vie ailleurs. Sauf que c'est pas trop fait pour. C'est un tissu, en fait, la problématique, c'est comme c'est un tissu, vous vous doutez bien, qui va réagir aux hormones, c'est du tissu qui va être un peu mouvant, voilà, comme le cycle. Il va avoir ses périodes de cycle. Ça va provoquer des inflammations, puisque ça n'a rien à faire là. Le corps, il va se dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Endomètre, que fais-tu ici? Des douleurs, parce que inflammation, douleur, le corps, il se dit, mais what? Des adhérences, parce que l'inflammation, pareil, va créer des réactions un peu de fibrose. Voilà, le tissu conjonctif, ça va l'inflammer et le tissu, le corps va réagir en conséquence, il va créer des sortes d'adhérence, de fibrose avec tout ça. Voilà, donc vous voyez où est toute la problématique et pourquoi en fait, ça va donner des douleurs, des gènes chez les femmes qui ont cette pathologie, sachant que parfois, c'est très... comment je pourrais vous dire ça? Nous, on dit la clinique n'est pas toujours en rapport. En fait, il n'y a pas une adéquation entre l'étendue du problème et l'intensité des symptômes. Parfois, il y a des personnes qui vont en avoir beaucoup, qui ne vont pas énormément en souffrir, et inversement. C'est un peu comme les phénomènes d'arthrose, c'est un peu pareil. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'arthrose, mais qui vont avoir des crises très douloureuses. Et inversement, des gens qui ont par exemple des genoux qui sont mais rongés de chez rongés, et ils n'ont pas des douleurs qui seraient en adéquation avec l'intensité de l'atteinte et de la dégradation. Là, c'est un peu pareil. Il y a des femmes, on va leur dire, madame, on vous a détecté de l'endométriose complètement par hasard. Sur un examen, ça va se voir, ou elles se font opérer de toute autre chose et ça va se voir.
Voilà, donc des fois il y a des découvertes un peu fortuites. Voilà, c'est le hasard. Ah, bah tiens, on a retrouvé du tissu endomètre, voilà, vous avez de l'endométriose. Bon, donc parfois, ça peut arriver. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit, Sumi? SpaceX affiche sa hype Sims nouveau pack Roy Dynasty et distribue Love à Ziron pendant que Kinlin joue la chef. Pain blanc en préparation, balcon, c'est clean. Ziron répond à tout le monde en mode chill. Streamlabs fait la promo douceur de Kinlin et Wisebot bombardent stats et messages. Message de bienveillance. Ambiance cosy et papotage royal. Rien que ça. Rien que ça. Voilà, donc l'endométriose, par contre, c'est une réalité anatomique. C'est pas une maladie psychosomatique, il y a vraiment une réalité de dysfonctionnement physiologique, anatomique, etc., etc. Donc c'est pas dans la tête, d'accord? C'est pas dans la tête. On a parlé la semaine dernière, on a fait un live sur la douleur. Certes, la douleur, on l'a dit, c'est un remix, c'est une interprétation d'un message neurologique qui monte à notre cerveau et dont notre cerveau va faire le petit cocktail, le petit remix avec notre expérience, notre culture, etc., etc., notre sensibilité, nos émotions, blablabla. Donc lui, il va faire sa petite cuisine, mais ce message cette douleur ce message nociceptif, faut que j'utilise les bons termes, qui va monter jusqu'au cerveau, c'est une réalité. Ça vient vraiment d'une réalité anatomique. Voilà, il y a du tissu d'endomètre qui n'a rien à faire là, donc, et qui fait son activité, voilà, comme si de rien n'était. Et donc cette info va remonter jusqu'au cerveau qui ensuite, lui, va en faire toute sa petite cuisine. Mais c'est une réalité, c'est pas une invention. Même si une douleur, c'est toujours à remettre dans un contexte, c'est pas une invention, c'est une réalité anatomique. Voilà. Donc c'est un tissu qui est biologiquement actif quelque part et qui n'a rien à faire là. Donc ça touche une femme sur 10 environ. Il y a environ 10 à 20, on dit 10 à 20%. Voilà, donc c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Voilà, donc ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez répondu oui dans le chat quand je vous ai demandé est-ce que vous connaissez personnellement quelqu'un qui souffre, voilà, une femme qui souffre d'endométriose ou qui est touchée par cette pathologie, parce que voilà, il y a une femme sur 10. Donc imaginez, voilà, par exemple dans votre classe, dans votre promo ou au boulot, voilà, je ne sais pas combien il y a de femmes dans votre entourage, mais vous pouvez vous dire qu'il y en aura une sur 10 ou en tout cas une sur 5, voilà, qui sera touchée par cette pathologie potentiellement et qui peut-être le tait, ne le sait pas ou ne le dit pas. Mais c'est bien une réalité. C'est tous les âges. À partir du moment où l'activité de l'utérus se met, que l'utérus se met en activité, voilà. Donc ça touche tous les âges, tous les milieux. Il n'y a pas de réalité sociale ou socio-économique. Toutes les morphologies, il n'y a pas de lien non plus avec ça. Ça peut toucher absolument toutes les femmes. Donc on a vu les différentes formes d'endométriose. Voilà. Ça peut être n'importe où. Dans la cavité, évidemment, abdominale. Hein. Ça ne va pas partir dans le pied. Ça ne va pas partir dans les épaules. Voilà, ça va se limiter, ce qui est déjà énorme, à la cavité abdominale. Donc en haut, diaphragme, au niveau des parois, des ligaments, les ovaires. Vous voyez, attendez, je vais vous mettre ça sur ça. Ça peut partir vraiment n'importe où. Voilà. À partir du moment où ça sort, aux trompes, ovaires, dans la cavité abdominale, sur le rectum, le côlon, voilà, la vessie, ça peut aller sur les ligaments, ça peut aller partout. Partout, partout, partout. Voilà, ça va aller dans toute cette cavité abdominale, jusque parfois au diaphragme qui est en haut. Donc, les zones anatomiques touchées, on l'a dit, ovaires, trompes, les ligaments de l'utérus, les ligaments utérosacrés, entre l'utérus et le sacrum, le vagin aussi, rectum, côlon sigmoïde, donc la dernière portion du côlon, la vessie, donc qui est juste devant, évidemment, les urtères, et aussi donc le diaphragme. Ça peut remonter, donc vraiment dans toute la paroi abdominale. Très très rarement les poumons, c'est excessivement rare. Voilà, mais
c'est documenté. Il y a des cicatrices au niveau... voilà, il peut y avoir aussi des infiltrations sur certaines cicatrices chirurgicales. Enfin bon, bref. Voilà, donc il y a des cas classiques et des cas un peu plus rares. Et évidemment, on l'a dit aussi, dans l'utérus lui-même, dans le muscle. Alors, je regarde si j'ai oublié de vous dire des trucs, parce que j'ai sorti toute ma bibliographie. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté ma bibliographie, c'est un tort. Là, on est avec le magnifique atlas à colorier, un dérivé du Nether, qui est trop bien. Donc, vous avez tout le corps humain, les os, les muscles, les articulations, le système nerveux, etc., etc. On a déjà fait plein de planches. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube Caro_stream pour tout retrouver. Il nous reste encore plein de planches à faire, donc encore plein de belles, encore plein de belles journées, de beaux lives à venir. Là aussi, il y a le Mic Book. Il est trop bien. Ça, c'est un livre qui résume toutes les différentes pathologies médicales, voilà, dans des petits tableaux synthétiques et c'est très pratique. Très bien synthétisé, donc franchement, c'est un kiff. Ce bouquin-là, le Mic Book, c'est génial. Et après, j'ai le Total ECN, donc c'est des bouquins de médecine, voilà, pareil, qui recensent les différentes pathologies, etc. Donc, ce qui est bien. Donc, je regarde si j'ai pensé à tout vous dire. Alors, donc là on disait l'endométriose, en tout point petit bassin, donc péritoine aussi. Péritoine c'est quoi? C'est l'enveloppe, c'est le sac des organes, le péritoine. On en avait parlé un tout petit peu quand on avait commencé à faire le côlon aussi. La rediff est sur YouTube. Et coucou Michelus, comment ça va? Hello, coucou maquillage, hello. Et coucou Kana, comment ça va? C'est cool de parler de cette maladie qui fait souffrir tellement de personnes. Tu es une créatrice de contenu qui en souffre. Ah, ben voilà. Qui en parle très régulièrement. Par contre, c'est aussi bien de préciser que l'endométriose touche toute personne qui possède un utérus. Oui, tout à fait. Bah, après, je l'ai dit en début de live, c'était peut-être pas très clair, mais en tout cas, toute personne née biologiquement femme avec un utérus, voilà, même s'il y a derrière une transition, là je ne sais pas à quel point ça peut impacter l'activité gynécologique, voilà, mais tant qu'il y a un endomètre, voilà, j'ai pas assez de recul, je ne me suis pas assez informée là-dessus. Au niveau de l'activité hormonale, comme c'est modulé par l'activité hormonale, je ne sais pas à quel point les personnes qui auraient fait une transition, un changement de sexe, peuvent souffrir ou pas d'endométriose. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez un utérus, un endomètre, voilà, c'est lié au tissu endomètre. Donc il faut avoir un utérus. Voilà. Être né biologiquement femme et avoir un utérus. Voilà. Maquillage, c'est quoi l'endométriose? Ben justement, on est en train d'en parler. Alors, Michelus, est-ce que l'endométriose peut toucher les hommes? Non. En tout cas, il faut avoir un utérus. Il faut avoir un utérus. Je ne sais pas les personnes qui ont changé, qui ont fait une transition pour devenir hommes et qui ont encore leur utérus. Je ne sais pas à quel point ces personnes-là peuvent en souffrir. C'est une bonne question. Voilà, si jamais dans le chat ou dans les commentaires, vous avez un retour d'expérience ou des connaissances scientifiques à ce sujet, voilà, comme c'est modulé par l'activité hormonale, je ne sais pas à quel point l'activité hormonale va changer ça chez des personnes qui auraient fait une transition. Voilà. On peut l'avoir jeune. À partir du moment où le corps rentre en activité, que l'endomètre, on va dire, va se réveiller, que les cycles hormonaux vont se mettre en marche, ben oui, ça va activer ce phénomène-là. Donc voilà, là il parle de femmes jeunes, plutôt 30-35 ans, ça c'est plutôt l'endométriose externe. Les femmes en préménopause, qui ont déjà eu des enfants, multipares, ça veut dire qu'ils ont eu plusieurs enfants, vont plutôt développer de l'adénomiose. Mais ça ne veut... Voilà, c'est dans les grandes lignes, c'est des grands tableaux. J'ai une amie qui a donc mon âge, elle a de l'adénomiose.
Donc voilà, elle est là, elle a 35 ans, quoi. Donc vous voyez, on va dire là, c'est classé typique pour avoir les grandes lignes, mais il y a toujours des cas exceptionnels. Voilà, donc on peut l'avoir assez jeune. Est-ce que ça va se révéler pleinement? Est-ce qu'il y a une notion de progression dans la vie? Bonne question. Là, de toute façon, si vous avez... moi, comme je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas sage-femme, je vous partage ce que je connais et on est là pour échanger. Si vous avez un quelconque doute sur potentiellement que vous ayez cette pathologie, vous allez consulter et passer les examens. De toute façon, ça va se voir avec les examens cliniques. Donc, vous en aurez la certitude ou pas, ou ça va confirmer ou infirmer l'hypothèse avec les examens, voilà, avec les examens d'imagerie, quoi. Échographie, voilà, plus ou moins IRM, voilà. Donc, ça va se voir. Ou si vous passez, par exemple, une célioscopie pour toute autre chose, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être découvert de manière tout à fait fortuite. Vous vous faites opérer, j'ai n'importe quoi, d'une appendicite. Donc, ils ouvrent la cavité, enfin, ils vont voir dans la cavité abdominale pour récupérer l'appendice. Et en fait, ils vont voir des nodules violacés, voilà, qui sont en dehors de l'utérus, dispersés au niveau du bassin. Ben, en fait, la dame, à son réveil, ils vont dire, madame, vous avez de l'endométriose. Mais peut-être que la personne ne s'en serait jamais doutée. Il n'y a pas toujours de correspondance. Voilà, oh là là, j'espère que je ne loupe pas tout ce que vous me dites. Voilà, mais en tout cas, les hommes nés hommes qui n'ont pas fait de transition, etc., n'ont pas d'endométriose. Ça, c'est sûr et certain. Il faut avoir un endomètre, il faut avoir un utérus avec du tissu endomètre dedans. Donc, il nous faut absolument un utérus, à la base. À la base. Voilà. Et donc, l'endométriose, pour te répondre, maquillage, c'est le fait, comme on disait tout à l'heure, à l'intérieur de l'utérus, il y a la couche la plus interne, celle qui se désagrège au moment des règles, on appelle ça l'endomètre. C'est ce tissu-là qui se retrouve à un endroit où il ne devrait pas être, donc dans la paroi abdominale, ou ça peut favoriser l'apparition de l'endométriose, donc avoir eu des règles précoces, des cycles courts, le stérilet apparemment, des antécédents familiaux aussi, voilà. Et l'adénomyose, donc c'est les femmes plutôt en âge d'être bientôt ménopausées, qui ont eu plusieurs enfants, avec des notions d'événements endo-utérins. Voilà, des actions à l'intérieur de l'utérus. Voilà. Des événements chirurgicaux peut-être, etc. etc. Attendez, est-ce que je vous ai encore, les amis? J'ai mon retour qui a... C'est ma caméra qui a bugué ou c'est moi? Est-ce que vous avez le reste du stream ou c'est juste la caméra zénitale qui a bugué? Est-ce que... Oh là, attendez, je vais essayer de la relancer. Coucou! Ah, j'ai crash quelques secondes. Ok, est-ce que je suis revenue complètement? Je vais relancer la cam zénitale du coup. C'est fou, ça m'arrive de temps en temps depuis que je suis OBS, on va dire 2 fois dans la semaine, j'ai un crash. Je sais pas si ça vous le fait à vous les filles, vous qui avez aussi, voilà, qui êtes sur OBS. Voilà, désolée. Hein. La semaine dernière, pareil, pendant le live sur la douleur, ça a crash. Il y a toujours un moment où ça, voilà, je sais pas pourquoi ça crache. Tac. Alors, je reviens vers vous. Coucou gros bain, bonsoir, comment ça va? Ben, ça va bien, ça va et toi? Alors, ça a coupé, c'est revenu. Ouais, je relance. Bon. Si ça crache, c'est ma connexion. D'accord, ouais, elle est peut-être instable. Bon, ben j'essaierai de creuser la question. J'essaierai de voir un petit peu si... Voilà, donc désolée pour ce désagrément technique. Voilà, bienvenue. Ça a coupé et c'est revenu. Ben voilà, et recoucou. Du coup, qu'est-ce que je racontais? Voilà, donc ça, c'est les prédispositions, on va dire, pour voilà, à faire de l'endométriose.
je vérifie si, pareil, dans mes notes, j'ai pas des trucs que je vous ai pas dit. Donc, les symptômes. Parlons-en. Les symptômes, ça donne quoi? Ce tissu qui est parti faire sa vie à un endroit où il n'est pas censé être. Voilà, ça va bien, merci, bah, c'est magnifique. Donc, ça donne quoi? Alors, c'est des noms à coucher dehors. Ça donne des dysménorrhées. Dysménorrhée, ça veut dire des douleurs pendant les règles. Voilà, donc ça donne des douleurs de règles. Ça donne des douleurs pelviennes. Donc on a mal au niveau du petit bassin, on a mal au bas-ventre, on a mal pendant les règles. Ça peut donner des troubles digestifs, puisque s'il vient faire sa vie sur le côlon, voilà, ça peut gêner le voisin côlon. Ça peut aussi donner des problématiques vésicales, des sortes de pesanteurs voilà, au niveau de la vessie, des inconforts. Donc là, c'est pareil, si vous ressentez ça, il faut en parler, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, si c'est la vessie, l'utérus, enfin voilà, comprendre au niveau du petit bassin qu'est-ce qui se passe. Si vous avez des problèmes du trouble du transit, des problèmes digestifs, des douleurs dans le ventre, de toute façon, quelle que soit la douleur ou la problématique, il faut consulter. Ne restez pas avec vos douleurs, je ne le dirai jamais assez. Ça donne de la fatigue chronique aussi. Les femmes vont se plaindre de ça. Beaucoup de fatigue parce que ça crée de l'inflammation. Donc tout ça, ça prend beaucoup d'énergie. Les douleurs, pareil, c'est assez épuisant physiquement et moralement. Donc il y a aussi une sorte de neurasthénie, c'est un épuisement mental aussi. Ça pompe beaucoup d'énergie. Et ça donne une sorte qu'on peut définir aussi en sorte de brouillard mental. Voilà, donc je ne sais pas, vous dans votre entourage, voilà, ou vous-même, quels sont les signes, les symptômes que vous pouvez ressentir. Mais voilà, tout ça, ça en fait partie. Il y a un truc aussi pour les femmes qui ont de l'adénomiose, il y a des ménorrhagies, donc voilà, il y a des règles qui vont survenir. Alors, il me semble que c'est en dehors du cycle. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de mots. Il y a des métrorragies, donc c'est des noms très, très complexes. Alors, ménorragie, si je ne vous dis pas de bêtises. Ah non, les ménorragies, pardon, autant pour moi, c'est les métrorragies qui doivent être en dehors. Je vais vérifier. Ça donne des ménorragies, c'est des saignements excessivement abondants. Donc, c'est des règles hémorragiques. Voilà. C'est des règles cataclysmiques, quoi. C'est des règles cataclysmiques. Et donc, métrorragie. Voilà, c'est la métrorragie qui est en dehors des règles. Excusez-moi. C'est des mots très, très compliqués. Donc, ça va donner des règles hyper abondantes. Voilà. Un durcissement, on a l'impression que l'utérus il est dur, qu'il augmente en volume, il est douloureux. Enfin voilà, ça va donner des pesanteurs pelviennes, des douleurs pelviennes. Et ça va aussi donner des douleurs, alors on appelle ça des dyspareunies. C'est des douleurs pendant les relations sexuelles. Et ça aussi, ça impacte énormément la vie personnelle, la vie de couple des femmes et des couples qui en souffrent. Les douleurs, les maux de ventre, les règles hémorragiques, tout ça, ça va impacter aussi la vie sociale, le boulot, les études. Voilà, certaines femmes sont tellement épuisées et douloureuses qu'elles peuvent à peine se lever ou tenir assises plusieurs heures d'affilée. Elles ont besoin d'être allongées. Enfin voilà, ça impacte énormément la vie quotidienne, la vie sociale, la vie de couple. Voilà, c'est pas pratique du tout. C'est très très chiant. Voilà, mais encore une fois, il y a des grandes variabilités entre les femmes. Voilà. Les causes, donc on a vu un petit peu. Il y a des facteurs génétiques. Il peut y avoir des perturbations endocriniennes aussi. Voilà, tous ces éléments-là aussi, des règles précoces, des cycles courts. Voilà, il y a des facteurs qui peuvent prédisposer ou à précipiter le fait d'avoir
du coup de l'endométriose. Et coucou Patch, révérence, révérence. Nous avons ici un puits de connaissances médicales qui vient de nous rejoindre. Voilà, si vous ne connaissez pas Patch, MD, il est en plein dans ses études pour devenir un excessivement, éminemment bon médecin, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà, si vous voulez aussi retrouver quelqu'un qui fait de la vulgarisation médicale, les amis, allez aussi découvrir le Patch. Voilà, vous passerez des moments délicieusement instruisants, mais aussi divertissants, puisque lui aussi fait du gaming. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout, je vous incite plus à aller sur sa chaîne. Voilà, si vous vous intéressez au corps humain, à l'anatomie et à la médecine, allez-y, 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 je vous recommande chaudement. Voilà donc très cher, j'espère que tu vas bien. On est en plein en train de parler de l'endométriose. Ah oui, et comme quoi, médecine et ostéopathie, ben voilà, peuvent cohabiter, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc n'hésite pas, un Patch, à nous faire ton petit retour d'expérience sur l'endométriose. Voilà. On a une question très intéressante tout à l'heure dans le chat, et mes connaissances en médecine s'arrête là, je crois. Mes connaissances médicales s'arrêtent ici. Sais-tu ou saurais-tu ou as-tu entendu parler du fait que si on est femme et qu'on fait une transition, si on a toujours un utérus, peut-on souffrir d'endométriose? Voilà, sachant que moi j'ai un doute quand même sur le fait qu'il y ait une évolution hormonale. Alors est-ce que ça impacte cette pathologie? Voilà, donc pour les personnes qui auraient fait une transition mais qui auraient encore leur organe utérus, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas les connaissances, mais j'ai un doute sur le fait qu'il y ait comme des modifications hormonales. Je suis pas certaine que ça puisse s'exprimer de la même manière, voilà, que sur une femme avec une activité hormonale 100% féminine. Et coucou Camille, merci pour le lurk, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc Patch, si jamais ça te dit ou que tu as des connaissances, n'hésite pas à éclairer nos lanternes. Voilà, donc ça, endométriose, on a dit, les causes, les symptômes, etc. Les différents facteurs de risque. Oh là là, non mais Camille, mais 20 visionnages d'affilée. Mais GG, oh là 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 là, mais quelle fidélité, merci à tous encore, hein, je le dirai jamais assez, merci de choisir la chaîne, hein. Merci beaucoup de passer du temps ici, ça me fait chaud au cœur, je suis très heureuse de partager ma passion pour le corps humain avec vous, voilà. Hurrah. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Où est-ce que j'en étais dans mon truc? Donc les zones touchées, on a vu. Des symptômes, on a vu. Les causes, on a vu un petit peu. Il y a des facteurs de risque, hein, comme on disait, causes et facteurs de risque. Ben voilà, les antécédents familiaux, les règles précoces, des cycles courts, voilà, des facteurs génétiques. Voilà, on ne sait pas trop à cause de quoi. Peut-être qu'il y aurait des mécanismes de sorte de règles rétrogrades, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques? Est-ce que c'est immunitaire? Est-ce que il y a de l'inflammation? On ne sait pas trop en fait pourquoi c'est... Moi, en tout cas, je n'ai pas la connaissance pourquoi ça s'installe. Je ne sais pas. Voilà, c'est les grands mystères. Pourquoi des fois le corps humain se met à se déséquilibrer et à déconner un peu. Là, je ne sais pas. Donc si vous avez les connaissances, surtout, n'hésitez pas à implémenter dans le chat ou dans les commentaires. Ça nous fera excessivement plaisir d'avoir vos retours. Je regarde. Donc on a vu tout à l'heure que le diagnostic pouvait être quasiment jusqu'à 10 ans. 10 ans d'errance avec des douleurs, des problématiques gynécologiques,
Alors, pourquoi, comment? C'est que parfois, tout simplement, on n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler parce que ça touche l'intimité, ça touche la sexualité, ça touche la parentalité, où on n'a pas envie de paraître un peu, comment je pourrais dire, à tort, hein, parce que il ne faut pas penser comme ça. On n'a pas envie de paraître un peu douillette ou je sais pas quoi, on n'a pas envie d'avoir des réflexions, etc. etc. On a une éducation ou des croyances ou des prédispositions à être très très tolérant à la douleur, à être très résistant, à se dire non, mais on va résister à la douleur, etc. etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que parfois les femmes ne vont pas aller en parler parce qu'il y a de la gêne, une sorte de normalisation à la douleur. Quand on a ses règles, c'est normal d'avoir mal. Pas toujours, non. Parce que les femmes de notre entourage peut-être ne le savent pas elles-mêmes qu'elles en souffrent. On n'a même pas connaissance qu'il y a des antécédents dans notre entourage. Donc ça ne nous vient même pas à l'idée qu'on puisse souffrir de ça aussi. Parfois les examens d'imagerie peuvent être trompeurs aussi, ça se voit pas toujours, voilà, parfois faut insister un peu, persister pour vraiment aboutir au diagnostic. Donc c'est souvent un parcours qui est un peu long, semé d'embûches, mais je vous assure qu'il y a tout autour des praticiens, des thérapeutes, des personnes de santé, des associations, je le redis, hein, voilà, qui sauront vous écouter et qui sauront vous orienter vers les bonnes personnes, les bonnes pratiques, les bons examens, voilà, pour enfin mettre des mots sur des mots. Donc voilà, souffrir, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. C'est pas normal d'avoir mal pendant des rapports sexuels. Voilà, dès qu'il y a une douleur quelconque, il faut quand même comprendre pourquoi ce n'est pas normal. Alors, il y a des spécialistes qui n'écoutent pas. Oui, pas tous, mais quelques-uns. Oui, c'est sûr. Donc, le plus possible, essayez de faire marcher de bouche à oreille ou rapprochez-vous d'associations qui sont spécialisées, enfin forcément, qui sont là pour accompagner les personnes qui souffrent d'endométriose. Ces associations, elles ont le retour des thérapeutes, forcément des adhérentes ou des personnes qui viennent à l'association. Quel est le paysage médical autour de ça? Donc elles ont le retour, ces personnes-là. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des associations pour trouver les bons, entre guillemets, les bons thérapeutes, ou en tout cas ceux qui sont spécialisés là-dedans, qui sauront accueillir et qui ont l'expérience là-dedans. Voilà. Oui, c'est ce que je disais. Ouais, Grobin, tu as tout à fait raison. Ça touche, donc, comme on le disait au début de live, ça touche les femmes parce qu'il faut un organe utérus. Mais c'est une pathologie qui impacte l'ensemble des proches et le couple. Et aussi le couple. Parce que s'il y a des problématiques, par exemple, sexuelles, ça peut quand même ternir le tableau. Donc oui, et donner une sensation d'impuissance, d'être là et de ne pas savoir quoi faire pour aider sa partenaire. C'est très très compliqué de la voir pas bien pendant X jours, pendant ses règles. Ouais, et beaucoup souffrir de fatigue, de douleur, de problèmes de transit, de problèmes urinaires. Voilà. Donc j'ai envie de dire pour les conjoints, les conjointes, si vous voyez les frères, les sœurs, les papas, les mamans, enfin bon bref, les amis, si vous voyez quelqu'un, une femme ou un couple qui est en souffrance, en tout cas à cause de ça, incitez-les le plus possible à consulter et à trouver des solutions. Voilà. Après, c'est sûr que quand on a fait tout le parcours et que malgré ça, il nous reste encore des gènes, des douleurs, et qu'il y a encore un pourcentage sur lequel il est difficile d'avoir une influence, un impact, c'est très, très frustrant. Ça donne beaucoup de peine et de la souffrance par, comment je pourrais dire, par projection, quoi. On compatit et c'est terrible. C'est terrible. Oui.
Ah c'est sûr, en tant qu'homme, quand on peut pas, quand on a toujours dans un petit coin de la tête que normalement un moment qui est censé faire du bien, quand même l'activité sexuelle c'est quand même censé être un moment où on se fait plaisir. Si c'est associé à de la douleur, c'est un peu compliqué quoi. Ça remet tout en question, il y a beaucoup moins de spontanéité, ça c'est sûr. Ça demande beaucoup d'écoute, un dialogue plus important, euh, composé, composé avec différentes activités sexuelles, différentes positions éventuellement. Peut-être que toutes les positions n'impactent pas pareillement le vagin, l'utérus, etc. Donc ça demande énormément de dialogue. Et voilà, et aller en parler, et pourquoi pas aller consulter aussi à deux, pour en tant qu'homme ou femme conjointe, voilà. En tout cas que le couple puisse en parler aussi avec le thérapeute en question, discuter des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en tant que partenaire, voilà, de ne pas être là impuissant et pouvoir aider et trouver des solutions au mieux. Donc oui, et comme tu le dis, ça remet aussi en question la parentalité, quoi. Parfois, il y a des problématiques d'infertilité associées à l'endométriose. Donc vraiment, c'est une pathologie qui mérite toute l'attention, parfois plusieurs thérapeutes différents pour retrouver un équilibre dans sa vie sociale, personnelle, intime, voilà. Et je compatis, force à tous ceux et toutes celles qui sont touchés de près ou de loin par cette pathologie. Et voilà, sachez que la médecine évolue je l'espère, en tout cas de ce que je vois, elle évolue dans le bon sens. De plus en plus de thérapeutes sont formés à ça. Donc j'imagine que ça va ne faire que s'améliorer, et c'est pas parce que il y a 2 ans ou il y a 5 ans, on vous a dit, voilà, messieurs, dames, voilà, il y a de l'endométriose, il y a cette problématique-là, on a ça comme option à vous proposer. La médecine évolue tellement que n'hésitez pas à pousser à nouveau la porte voilà, de centres, de médecins spécialisés, d'associations, de centres antidouleurs, parce qu'il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouveaux protocoles, il y a toujours des nouvelles études qui sortent. Voilà, donc j'essaye de donner aussi un message d'espoir, voilà, qu'il n'y a pas de... Même si, voilà, la pathologie est là, il n'y a pas de fatalité. Voilà, dites-vous que peut-être demain, quelque chose va être proposé, va être inventé, va être validé par le corps médical, et peut-être que c'est la nouvelle, voilà, ce sera la nouvelle solution à cette maladie qui est encore toute récente dans sa compréhension. Voilà, donc ne vous résignez pas. Voilà, ne vous résignez pas, et continuez à chercher, à y croire, et à consulter, même si ça fait X années qu'on vous a posé le diagnostic. Ça ne veut pas dire que dans 2 ou 3 ans, il n'y aura peut-être pas quelque chose à vous proposer voilà, qui vous permettra d'avancer avec ça de manière plus sereine. Voilà ce que je peux vous dire. Et là aussi, les centres antidouleurs ont un grand rôle à jouer dans la douleur chronique, évidemment. Et eux aussi, ils proposent beaucoup d'alternatives. Comment je pourrais vous dire ça ? Avec du sport adapté, de la sophrologie, des outils pour aider à mieux vivre le quotidien aussi. Ça, c'est hyper important de se pencher sur ces questions-là pour aider au quotidien. Mais si jamais on vous a dit, voilà, là, il n'y a pas de solution de thérapeutique ou chirurgicale ou que sais-je, voilà, je me projette. Il y a aussi des choses parallèles pour aider à la gestion de la douleur chronique. Voilà, sachez-le. Sachez-le que les centres antidouleurs, eux, c'est leur spécialité. Il y a un petit peu d'attente, un peu beaucoup même. Donc, n'hésitez pas à faire votre demande. Voilà, ne tardez pas. Parce que plus vous retardez, plus le rendez-vous sera encore plus tard. Bref, vous m'avez compris, quoi. Ah, Sumi nous a dit quelque chose. Grobin débarque en mode docteur du cœur. Bien le bonsoir. Pendant que Kinin et Kana traquent les crashs de connexion. Relance ta cam. Patch fait coucou.
Streamlabs sort Révérence et Wisebot distribue Stat et Love. Discussion touchante sur l'endométriose, tout le monde partage et soutient. Hashtag crash de co, mais pas de cœur. Oh, c'est beau. Ah oui, on n'est jamais en train de cracher au niveau de toute l'énergie qu'on a dans le cœur, ça c'est sûr. Ici, c'est une certitude. Voilà, ça on a vu, les facteurs de risque on a vu. Mais justement, alors il y a le parcours de soins. Le parcours de soins, alors, comme on disait, déjà commencer à en parler par son médecin de famille, celui qui nous connaît potentiellement depuis longtemps. Voilà, en général, c'est le premier intervenant, celui qui nous connaît le mieux, qui a tous nos antécédents et qui sera à même de faire un courrier d'adressage, un courrier de recommandation vers un spécialiste. Voilà, c'est lui qui va savoir si dans le paysage médical autour de chez vous, il y a des centres spécialisés sur spécial endométriose. Alors attends, le bot a bugué, t'as rien dit de mal, il veut pas laisser passer ton message. Ah mince, parce que même moi, j'ai pas vu. Ah, excusez-moi, juste regarde 2 minutes. J'ai même pas vu l'automode. J'ai même pas vu l'automode. Donc je peux même pas valider. Je sais pas, du coup, je ne sais même pas ce que tu as dit. Je suis désolée. Je suis désolée, je vois même pas. Je vois même pas. Voilà, sorry. Sorry. Peut-être le dire autrement, reformuler. Je sais pas parce que du coup, je vois pas le message et je peux même pas le valider. Je n'ai pas vu. Désolée. Donc, le médecin traitant, première ligne. Voilà, c'est lui qui est le plus à même de vous écouter et de vous réorienter. Je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on est une jeune femme et que peut-être on a un médecin traitant homme, voilà, ou en tout cas où on peut, à tort peut-être ou à raison, avoir l'impression qu'il ne nous comprendra pas ou qu'il ne nous écoutera pas, etc. etc. Mais il n'empêche que parfois c'est des barrières psychologiques qu'on se met. Les médecins traitants ont quand même l'habitude, voilà, de voir cette pathologie et qui est de plus en plus documentée maintenant, de plus en plus connue. Donc même des anciens médecins, les jeunes médecins, maintenant tout le monde est au fait de cette pathologie. Tout le monde chaque médecin pourra, je l'espère, vous réorienter vers un gynéco ou un centre ou une sage-femme, ou un hôpital, une clinique, avec un spécialiste ou quelqu'un qui pourra investiguer cette sphère gynéco. Voilà, donc commencez par votre médecin traitant, c'est quand même lui, votre praticien de confiance en première ligne, voilà, ou allez voir directement votre gynéco ou un gynéco spécialiste. Là, après, c'est quand même plus simple d'avoir un courrier d'adressage. Dès qu'on veut aborder des spécialistes, c'est quand même plus simple qu'ils aient un courrier avec vos antécédents, qu'est-ce qui vous arrive, un courrier d'adressage. Voilà, c'est quand même le top du top. Voilà, mais parlez-en à votre gynéco. Parlez-en à votre sage-femme. Voilà, toutes les personnes que vous voyez en première ligne, il faut leur en parler. Et eux, ils vous renverront, ils sauront vous adresser aux bonnes personnes. Alors, gros bain, qu'est-ce que je dis ? Alors, oui, je comprends ce que tu dis. Alors, c'est sûr que si on prend un petit peu de recul, comme on dit jamais, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, hein, même si quand on est dans cette maladie, quand cette maladie nous concerne, on ne voit pas toujours on a du mal à voir le côté lumineux de la chose. On voit vraiment que les mauvais côtés. Mais comme tu le dis, toute pathologie, toute maladie qui nous touche, je pense, et tu le dis à juste titre, hein, amène aussi à de la résilience, voilà, à se réinventer, à prendre du temps forcément pour soi, pour ses proches, pour son couple. Et comme tu dis, ça nous oblige à réinventer, reconsidérer les moments d'intimité, à reconsidérer la sexualité différemment, la parentalité différemment, la vie gynécologique différemment. Et ça amène à être résilient. Voilà, donc c'est jamais simple
de voir ce côté-là, cette facette des choses, mais oui, comme tu dis, ça amène aussi à plus de discussions avec ses proches, dans son couple, avec la famille, les collègues. Voilà, donc il faut vraiment verbaliser. Ce qui est important, c'est de verbaliser les choses, de trouver des solutions, être résiliente, et se réinventer un petit peu, comme dans toute pathologie, quoi. Essayer de trouver, de se raccrocher voilà, au petit bout de lumière qui peut y avoir et essayer de tourner quelque chose de négatif et d'essayer voilà, d'en faire quelque chose d'un peu plus positif. Et comme tu dis, bah aussi, ça oblige à réinventer sa vie intime, hein, bien sûr, bien sûr. Et parfois, ça peut aussi avoir ses bons côtés de sortir des sentiers battus, comme tu dis. Peut-être moins banal, moins cliché, moins rengaine. Ça amène de la résilience. Mais c'est jamais... Au début, c'est pas simple de voir les choses comme ça, mais c'est tout à l'honneur de ceux qui arrivent. Et bravo, force à tous et toutes. Donc médecin gynéco, les centres spécialisés, voilà, renseignez-vous, les associations spécialisées, il y en a autour de chez vous, j'imagine surtout dans les grandes villes, voilà. Donc si vous le pouvez, voilà, rapprochez-vous de toutes ces personnes spécialisées qui maintenant, comme je vous disais, la médecine a quand même beaucoup bougé. Voilà, on ne vous regardera pas avec des yeux comme ça en vous disant oui, c'est ça, oui. Quand même, ça deviendra de plus en plus rare. Voire, je l'espère, ça n'arrivera plus. L'entourage soit compréhensif. Alors, beaucoup de maltraitance due au validisme. Alors, j'imagine que le validisme, c'est le fait qu'il faut toujours être OP, quoi, qu'il faut toujours être opérationnel. C'est ça, non? Attends, le validisme, j'ai jamais entendu ce terme dit comme ça. Attends, validisme. Discrimination. D'accord. C'est la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Sur des stéréotypes. Ok. Alors, c'est un système qui fait des personnes valides la norme. D'accord. Ok. J'avais jamais entendu sous ce terme-là. Ben oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Parfois, on est dans une société où il peut y avoir cette image de faut toujours être en forme, faut toujours être des super parents, faut toujours être des super collègues, faut toujours être des super sportifs, faut toujours être super à fond, en pleine capacité de tout. Bah non, des fois non en fait. Dans la vie, il y a des cycles, hein, il y a des hauts, il y a des bas, et des fois, il y a beaucoup de choses qui nous handicapent au sens large du terme, qui ne sont pas visibles. Et il faut prendre ça en compte, en fait, que la douleur chronique, c'est quelque chose de très invalidant. Voilà, donc oui, il faut lutter contre ces stéréotypes et c'est pas toujours facile dans le milieu social, dans le milieu du travail, où parfois on peut avoir des proches, des collègues ou autres, des voisins, j'en sais rien, enfin peu importe, hein, qui peuvent dire un peu doudouille, les règles, ça va, les règles elles ont bon dos, enfin il y a toutes sortes de clichés, hein. Il y a toutes sortes de clichés, voilà, c'est un peu faut souffrir pour être belle, quoi. J'exagère un peu le trait, mais pas tant que ça. Ben non, souffrir c'est pas normal. Non, souffrir c'est pas normal. Donc ouais, luttons contre toutes ces choses invalidantes et pénalisantes qui sont invisibles et dont les gens ne font pas l'étalage, mais qui sont bien présentes. Et tolérons que parfois on a des moments où on est down. Voilà, il y a des moments où c'est down, il y a des douleurs, il y a des problèmes. Voilà. Et il y en a pour qui ce sera tous les mois et puis d'autres, ce sera pendant X années parce qu'ils vont développer une pathologie qui leur durera 3 ans. Enfin bref, c'est la vie, quoi. Soyons un peu tolérants les uns avec les autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. Et évitons cette espèce de, comme tu dis, Cana, de maltraitance... enfin, pas dissimulé ou involontaire, mais enfin voilà, en fait, on en devient maltraitant avec ces espèces d'injonctions culturelles, voilà, avec ces espèces d'injonctions, on devient un peu maltraitant et on provoque beaucoup de malaise et de mal-être chez les personnes qui souffrent de maladies invisibles, voilà.
mais bien présente. Donc, on a vu tout le parcours et les examens. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Ça reste une maladie qui ne se voit pas, trop souvent remise en question. Alors, remise... Ah, non, pardon. Une maladie qui ne se voit pas, remise en question, due aux conséquences, limite. Oui, oui, oui. Ah, ok. Alors, si je comprends bien ton message, en fait... Parfois, les femmes vont souffrir presque plus de ce qu'on leur reflète, enfin voilà, de ce qu'elles se prennent en face, des murs qu'elles peuvent avoir ou des retours, que, on va dire, le symptôme en lui-même, on va dire que ce qui leur est renvoyé est presque plus douloureux que la pathologie, c'est ça? Ok, j'ai bien compris. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. D'où l'intérêt justement d'en parler, de vulgariser et que c'est vraiment une réalité. C'est une réalité, c'est une entité biologique, anatomique, d'un tissu qui se retrouve ailleurs dans le corps et qui n'a rien à faire là et qui va provoquer de l'inflammation, des douleurs, de la fibrose, voilà, ça va rigidifier les tissus, ça va les rendre inflammatoires, mais au même titre qu'une tendinite, ça va vous faire souffrir. L'endométriose, ça va donner de l'inflammation pareil, qui fait souffrir. C'est pareil, ça met le feu aux poudres à un tissu qui n'a rien demandé. Enfin, donc, il y a une réalité anatomique. C'est pas, excusez-moi du terme, mais c'est pas des nanas qui sont douillettes et qui sont... non, c'est une réalité anatomique. Voilà, au même titre qu'on va souffrir d'une tendinite ou d'arthrose ou que sais-je. C'est la réalité. Voilà, donc soyez un peu ouverts d'esprit, s'il vous plaît, les gens. Tolérants, résilients, trouvons des solutions, parlons-en, parce qu'il y en a. Voilà, et ne restons pas avec nos douleurs, aidons nos compagnes, aidons nos amis, aidons nos mamans, nos filles, nos sœurs, voilà, à trouver et à cheminer dans la vie avec ça. Alors, c'est encore inconsidéré, 2026. Alors, cherche une solution. Écoute, moi, j'essaye de voir toujours le verre moitié plein. Je me dis, allez, c'est bon, on est sur la bonne pente. Je me dis, allez, on est sur la bonne pente, mieux vaut tard que jamais. On reviendra, de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Ce qui est fait est fait. C'est déjà bien que Seattle en 2025-26, la fin, ça a déjà commencé, hein. Mais c'est déjà bien. Voilà, c'est maintenant. Et voilà, c'est comme ça, c'est triste à dire, mais vaut mieux maintenant qu'en 2030. Voilà. Donc, justement, mettons toute notre énergie pour continuer à pousser dans cet élan-là, faire changer les mentalités, parlons-en autour de nous. Voilà, dites à tout le monde que l'endométriose, c'est une entité, c'est une pathologie comme l'arthrose, la tendinite, comme c'est une réalité anatomique. C'est une réalité anatomique, c'est pas une invention, c'est pas une dramatisation, c'est pas une crise d'hystérie ou que sais-je. Ça, c'est de l'ancien temps, quoi. Non, non, non et non. Voilà. C'est tout. Et je me dis, on a tous une petite pierre. Voilà, moi j'apporte la mienne aujourd'hui. Et j'espère que je pourrai vous transmettre cette petite pierre et que vous aussi, vous la donnerez à quelqu'un d'autre, qui la donnera à quelqu'un d'autre, qui la donnera à quelqu'un d'autre. Voilà, il faut continuer. Allez, s'il y a une conférence autour de chez vous sur l'endométriose, allez-y. S'il y a une association, allez-y. Si vous voyez un reportage, je ne sais pas où, regardez. Enfin, voilà, il faut en parler, il faut que ça devienne une norme, il faut que ça devienne dans les mœurs, voilà. Si vous êtes chef d'entreprise, chef d'atelier, chef de ligne, j'en sais rien. Enfin bref, si vous supervisez des personnes, des femmes, du coup, en l'occurrence, voilà, considérez, voilà, sachez que cette problématique existe, considérez-la. Si vous êtes aussi un collègue d'un autre collègue dont la conjointe ou d'une autre collègue dont la conjointe souffre voilà, de cette pathologie-là, incitez, voilà, montrez que vous êtes aussi ouvert au dialogue, justement, pour aussi soutenir les partenaires, les conjoints, les conjointes.
parce que c'est pas facile non plus pour eux. Comme on dit, ils sont là à côté et un peu impuissants. Donc voilà, ouvrez le dialogue, de ne pas rester seul avec ses souffrances et ses problématiques, quoi. Alors, toi, tu as fait autopsie sur des femmes atteintes d'endométriose malgré l'aspect un peu morbide de ton travail. Oui, non. Alors, oui, oui, évidemment, beaucoup d'empathie. On n'est jamais ravi que quelqu'un souffre d'une pathologie, évidemment, ça, c'est toujours un crève-cœur. C'est toujours un crève-cœur, mais après, bon, bon là, la personne était décédée, hein, puisque c'était une autopsie. Mais comme on disait en début de live, des fois, l'ampleur de l'atteinte clinique, enfin de l'atteinte qu'on voit sur les tissus, c'est pas toujours corrélé, c'est pas proportionnel à ce que la personne aura ressenti. Donc peut-être que cette personne-là, finalement, ça n'aura pas été aussi impressionnant pour elle que toi, tu l'aurais vu impressionnant sur le corps, tu vois, c'est pas ressenti. Il n'y a pas toujours d'adéquation entre les deux. Voilà, moi, dans mon entourage, j'ai une personne qui a eu de l'endométriose. Ça a été découvert un peu sur le tard, par hasard. Elle a eu 3 enfants avant. Enfin, vraiment, elle n'en a pas souffert plus que ça. Et limite, la plus grande souffrance maintenant de cette personne-là, c'est je sais qu'elle a peur pour justement que ses filles, et ça, en fait, maintenant elle a peur que que ça puisse se déclarer chez une de ses filles, alors qu'elle-même n'en a pas souffert. Elle a l'impression d'avoir transmis une sorte d'épée de Damoclès, alors que pour l'instant, ses filles n'ont rien. Donc, des fois, tu vois, il n'y a pas toujours d'adéquation. Si jamais ça peut te rassurer. Voilà. Il peut y avoir des découvertes un peu fortuites. Alors, anecdote. Alors, ah oui, anecdote, petit oxymore. Thanato qui a du cœur. Mais oui, mais les gens, ayez du cœur dans tout ce que vous faites. Ayez de l'empathie. Ayez de l'empathie pour vos semblables. Le monde ne s'en portera que mieux. Voilà. Ayez de l'amour, de la compréhension et de l'empathie, s'il vous plaît. Ça rend tout tellement plus facile, tellement plus doux, tellement plus agréable. Voilà. Donc, répandez des bonnes choses à la surface de cette planète, s'il vous plaît. Les gens seront peut-être un peu moins sur les nerfs. Alors, on a parlé donc le parcours de soins. Ensuite, une fois qu'on a consulté, souvent on va nous envoyer faire des examens complémentaires. Ah, Sumi, qu'est-ce qu'il nous dit ? Grobin partage son vécu de Thanato au grand cœur et lance un débat touchant sur l'endométriose, la reconnaissance et le validisme. Ça, c'est Kana. La femme doit être considérée chaque jour. Kana rappelle l'importance d'un entourage compréhensif. Et oui, Wisebot, en mascotte joyeuse, colorie la vibe avec ses stats et son éther. Hashtag Thanato avec un grand cœur. Mais oui, et soyez quoi que ce soit avec un grand cœur. Voilà, ayez un grand cœur, les amis. Donc, examen, on a IRM. Voilà, on rappelle que l'IRM permet de voir les tissus mous du corps. Donc, ça aide pour diagnostiquer tout ce qui est tissu mou, c'est quoi ? C'est les peaux, la peau, tout ce qui est fascia, tissu conjonctif, vous voyez, les muscles, les viscères, voilà, tous les tissus. Nous, on appelle ça les tissus mous, tout ce qui n'est pas osseux, en fait, hein, voilà. Organes, viscères. Donc, ça va aider cette IRM. Et en plus, à l'IRM, on voit... alors, l'IRM, en fait, fait déplacer... Alors, je vous image le truc de très, très imagé. Ça fait déplacer les molécules à des vitesses différentes. Donc, en fait, en fonction de la nature du tissu, ça va donner des teintes de gris différents. Enfin, des teintes différentes. Donc, l'IRM, c'est top pour voir... ça va voir, entre guillemets, c'est hyper imagé, hein. C'est pour que vous compreniez. Vous allez reconnaître du tissu, genre endométriose. Ah, tiens, on voit le tissu endomètre sur du côlon. Genre, c'est bizarre. Voilà, donc l'IRM permet de voir de différencier les différents types de tissus, comme ça, avec des teintes de gris différentes, de blanc, de noir, enfin bref. Voilà.
Donc ça, c'est top. L'échographie aussi permet de voir ça. Et il y en a chez qui on le voit par célioscopie, vu que c'est un examen, enfin c'est une intervention chirurgicale qui permet de voir dans la cavité abdominale avec une caméra et tout ça. Donc parfois il y a des découvertes comme ça sous célioscopie. Comme je vous disais, on vous opère pour le côlon, pour je sais pas quoi, la vésicule biliaire, une bêtise, enfin bon, bref, un autre viscère, un autre organe. Et là, bah tiens, bonjour, bonjour vous, tissu d'endomètre, que faites-vous ici? Donc, des fois, il y a des découvertes fortuites comme ça sur des opérations qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Voilà. Et parfois, il peut aussi y avoir... ils peuvent demander une célioscopie exploratrice. Bon, voilà, c'est dans mes notes, mais j'ai pas, moi, j'ai pas eu de patientes qui ont eu ça. Peut-être vous me direz dans le chat ou dans les commentaires si vous avez déjà eu ce cas de figure. Je regarde si j'ai oublié de vous dire des trucs. Donc à la célio, c'est ce qu'on disait, on voit des nodules bleus, violacés. Enfin voilà, on voit un truc un peu sanguin là. Et ça se voit très bien. Les traitements. Ah bah alors là, je pense que les traitements, il y en a plein. Et puis je pense qu'il y en a même qu'on ne connaît pas encore. Qu'on sera peut-être amené à découvrir, hein, puisque cette pathologie est encore en pleine... Voilà, il y a plein d'effervescence autour de cette pathologie. Traitement médico-hormonal, vu qu'il y a vous voyez bien qu'il y a un lien avec le cycle hormonal, donc les traitements vont surfer sur cette vague-là hormonale, en la modulant. Donc souvent, on va donner des... J'ai souvent vu ce cas de figure, des hormones seulement progestérone. Voilà, on va donner des progestatifs seuls. Voilà. Donc, on surfe sur le côté hormonal pour moduler justement l'activité de ces cellules endomètres qui bougent avec le cycle. Donc, on va essayer de stabiliser un petit peu cet aspect-là. Et puis, bah, évidemment, les antidouleurs. Antalgiques, voilà, mais il y a plein de choses qui existent. Donc là, c'est pareil. Si c'est la partie douloureuse qui vous pose le plus de problèmes et qui est la plus récalcitrante, n'hésitez pas à demander des consultations avec le centre antidouleur. Eux, ils ont un panel hyper large d'antidouleurs. Ils sauront vous donner et tester qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas du tout avec ça. Voilà, gestion du cycle hormonal, enfin, voilà, c'est ce qu'on disait. Il n'y a pas de solution universelle. C'est très lié, hein, on l'a dit la semaine dernière pendant le live sur la douleur. Et la douleur, c'est subjectif, c'est très propre à chaque personne. Voilà, donc il n'y a pas de solution universelle en fait pour lutter contre la douleur. Et en plus, chaque manifestation de l'endométriose va être un peu unique chez chaque femme. Donc il n'y a pas de truc magique. Il faut vraiment, c'est un peu chiant, hein, mais il faut essayer, il faut tester, il faut accepter cette espèce de flottement. De toute façon, c'est simple. Soit vous restez avec vos douleurs, soit vous essayez des trucs. Donc au bout d'un moment, essayez, hein, vous n'avez rien à perdre. Donc, il faut accepter peut-être un peu de naviguer au début et de pas trop, enfin, de tester des trucs qui vont pas marcher. Donc, ça va être chiant. On va avoir l'impression que, ouais, c'est ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ouais, jusqu'au jour où il y en aura un truc qui va marcher. Donc, je compatis beaucoup, mais voilà. Il y a plein de trucs à tester. Je sais que c'est chiant d'aller de thérapeute en thérapeute, de traitement en traitement, d'examen en examen. Mais bon. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour être tranquille à un moment donné de sa vie, pour les années, voilà, pour des années et des années. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y a plein de trucs à faire, que ce soit médicamenteux, comme on disait, le sport, la sophrologie, l'acupuncture, l'hypnose. Pareil, les cures thermales, j'en sais rien. Enfin, il y a tellement de trucs qui existent. Il y aura bien un truc qui va fonctionner sur vous. Et puis, bah, évidemment, il y a des traitements chirurgicaux aussi. Voilà, en fonction de la teinte. Il y a beaucoup de choses à discuter, mais ce n'est pas toujours ça qui va être privilégié. Voilà, donc n'ayez pas peur de genre on va m'ouvrir le ventre et tout. Pas forcément, pas toujours. Donc c'est toujours une discussion.
De toute façon, personne ne vous obligera à vous faire opérer si vous n'avez pas envie. Personne ne vous obligera à prendre tel médoc si vous n'en avez pas envie. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais au moins qu'on vous expose tout ce qu'il y a et voilà, et tester tout ce que vous avez envie de tester. Il y a plein de trucs. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Donc la chirurgie, ça peut aider, mais c'est pas, ça guérit pas au sens absolu. Enfin, voilà, c'est pas le remède de miracle ou c'est pas le truc qu'on va vous proposer d'office, qu'on va vous faire d'office. Pas du tout. Donc faut faut vraiment étudier quand on propose ça, pour qui, dans quel cas de figure, quels sont les risques et les bénéfices d'une intervention. Parce que c'est jamais anodin de se faire opérer. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire opérer? Donc c'est énorme, c'est énorme. Ça dépend de chaque femme, mais oui. Oui, tout à fait. Et comme tu dis, Robin, il y a plein de petites, comment je pourrais dire, de petites règles, de petites aides du quotidien, on va dire, des petits trucs de base qu'on peut appliquer tous les jours, la chaleur, voilà, tout ce qui est bouillotte, etc. Ça détend énormément les muscles, la chaleur, donc ça aide contre les douleurs, les spasmes de l'utérus. Bon, il y a des médicaments, voilà, le bain, la chaleur, ça aide beaucoup. Certains types de sports, de massage, certains types de yoga aussi vont aider, la sophrologie, des points d'acupression, enfin les plantes, les huiles essentielles. Bon, après, c'est pas parce que c'est naturel qu'il faut faire n'importe quoi. Hein. Voilà, vous lancez pas dans des trucs sous prétexte que c'est naturel. Mais voilà, je vous jure, il y a un panel mais gigantesque. Il y a un panel gigantesque qui existe. Et voilà, et peut-être qu'un jour, ce sera reconnu et que vous pourrez prendre X jours par mois pour des pathologies de ce type-là, voilà, au niveau gynéco. Voilà, on n'est pas à l'abri. Ça se trouve, ça existe peut-être déjà dans d'autres pays. Je ne me suis jamais renseignée, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour la société évolue, voilà, que la société évolue de plus en plus et qu'il y a encore plein de petites solutions mises bout à bout, en fait. Des fois, il ne faut pas attendre un remède qui va tout solutionner, mais peut-être qu'en mettant plein de choses bout à bout, un peu de traitement, un peu de sport, et puis des petites astuces au quotidien, des plantes qui vont vous aider, etc. Et en fait, tout mis bout à bout, c'est peut-être ça qui va faire que vous allez gagner en confort au quotidien. Voilà. Donc, n'abandonnez pas. C'est propre à chacun, chacune, voilà, chaque couple, chaque individu. C'est de trouver ces petites habitudes, ces petites solutions pour vivre au mieux la maladie, au même titre qu'on trouve ces solutions pour mieux vivre avec son arthrose, mieux vivre avec sa tendinite, enfin bref. Voilà, vous m'avez compris avec ses migraines. Voilà, c'est propre à chacun et il y a toujours un truc à faire. Voilà, je regarde si j'ai oublié encore des trucs. Ah oui, alors les femmes qui ont de l'adénomiose, quand parfois c'est très très avancé, très évolué, qu'elles sont voilà, à la fin de leur activité, on va dire gynéco, elles ne veulent pas d'autres enfants, voilà, elles approchent bientôt de la ménopause ou elles sont ménopausées, il y a des femmes, on leur propose carrément de leur enlever l'utérus. Voilà, ça c'est aussi un traitement qui existe, enfin voilà, mais c'est pas systématique du tout. Vraiment, c'est quelque chose à discuter. Donc voilà, il y a plein de trucs qui existent et pas toujours chirurgicaux, pas toujours médicamenteux, pas toujours. Donc parlez-en. Voilà, il faut ouvrir la page, le dialogue à ce sujet. Voilà. Ça c'est bon, je regarde dans mon autre bouquin là si j'ai pas oublié de vous dire d'autres trucs. C'est tellement vaste. Ça on est bon. Diagnostic, ça on a vu. Ça on a vu. Je regarde. Ouais non c'est bon. On est pas mal. Alors. Je continue. Alors, ben oui, évidemment, on en reparle. La plus grande problématique, bon, j'imagine, il peut y avoir tout ce qui est viscéral, donc des règles très abondantes, voilà, ça peut être très gênant.
Le transit ou des problématiques urinaires, ça peut être très très gênant aussi, mais en général, la plus grande problématique, hein, la fatigue peut être là, mais c'est souvent la douleur. C'est souvent la douleur le plus gros problème de l'endométriose. Et c'est une douleur chronique. Voilà, c'est des douleurs chroniques, soit à chaque menstruation, enfin chaque règle, soit à chaque rapport ou presque, soit c'est des douleurs un peu tout le temps parce que le tissu est là sur le tissu digestif, donc on a toujours mal au bide. Voilà, donc souvent c'est la douleur. Soit elle est là par épisode, soit elle est là un petit peu tout le temps, en espèce de fond, ou des pointillés. Et puis après, ça va donner des sortes d'appréhension. Voilà, donc ça renforce encore plus. L'appréhension renforce encore plus cette espèce d'ancrage de la douleur. Donc en fait, on rentre dans un phénomène de douleur chronique. Voilà. Et la douleur chronique, c'est excessivement impactant. C'est excessivement impactant. C'est très différent de la douleur aiguë, parce qu'on peut avoir la douleur aiguë pendant 2-3 jours avec des menstruations, etc. Plus un fond de douleur chronique. Voilà, tout est possible. Tous les tableaux sont possibles, mais c'est vraiment, en général, la douleur qui est le plus problématique. Ça induit une sensibilisation vraiment du système nerveux. J'ai l'impression d'être en alerte, d'être tout le temps avec le système nerveux bombardé de gêne, de douleur. Et ça renforce cette espèce de mémoire, d'appréhension. Voilà, ce côté chronique, c'est vraiment ça le point noir. C'est vraiment ça le point noir de l'endométriose. J'imagine que vraiment c'est ce truc-là. Et c'est les solutions contre cette douleur, ou en tout cas pour voilà, aller être dans le flow, un peu avec cette douleur, naviguer avec, qui est la plus préoccupante. Voilà. En ostéopathie, on peut accompagner aussi, en kiné, enfin voilà, shiatsu, massage, des cures, enfin voilà, on peut aussi améliorer les douleurs créées par cette espèce de tension permanente au niveau des viscères, du dos, du bassin. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Donc, je le redirai jamais assez. N'hésitez pas à en parler, surtout. Et pourquoi pas pousser la porte des centres antidouleurs. Voilà, c'est pas parce que gynéco ou voilà, il n'y a pas forcément de solution en tant que telle, il n'y a pas la chirurgie, c'est pas applicable pour vous, c'est pas parce que c'est très cliché, je suis désolée de parler comme ça, c'est pas parce qu'on vous a dit genre il n'y a rien à faire pour vous, c'est un peu cas désespéré ou voilà, vous virez avec votre douleur. Non, il faut pas accepter de vivre avec sa douleur. Il y a toujours un truc à essayer. Il y a toujours un truc à essayer. Voilà, donc n'hésitez pas dans le chat et dans les commentaires à nous dire qu'est-ce qui marche pour vous. Ça pourra en aider. Ça pourra aider énormément de personnes. Voilà, n'hésitez pas à faire un partage d'expérience évidemment constructif, s'il vous plaît. Hein. On n'est pas dans la dramatisation, dans la victimisation. On est là pour apporter des solutions et dire ce qui marche. Voilà, on essaye d'être dans le présent, dans le futur, dans un truc proactif pour faire bouger les choses. Alors, aparté, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à te demander du coup parce que je voulais pas remuer spécialement le couteau dans une plaie. Ok, tu as retrouvé du boulot. Après, ça peut être ça peut être une transition vers autre chose, on ne sait jamais. Histoire de rebondir. Oui, ça reste dans ton métier, c'est sûr. C'est sûr. Écoute, force à toi et puis évidemment, force à tous ceux qui ont des métiers qui leur plaît pas toujours, peut-être momentanément, mais voilà, j'espère pour tous que c'est pour le mieux par la suite. Le côté commercial, oui, j'avoue. J'imagine tout à fait. Mais après, rien n'empêche de le faire avec beaucoup d'empathie. Hein. Rien n'empêche de le faire avec beaucoup de cœur. Qu'est-ce que je disais? Donc, il y a la douleur, qui peut être le gros point noir. Deuxième très gros point noir, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est société, couple, sexualité, des fois même le côté pas identitaire, mais il y a un côté, on nous colle l'étiquette, voilà, genre, toi, t'as... En mode, l'endométriose, c'est un peu ma vie, quoi. Des fois, ça peut tourner là-dedans. Donc, il y a un impact émotionnel, presque un peu identitaire. On a l'impression que tout tourne autour de ça.
Ça impacte forcément, comme on dit, la communication, la complicité, le plaisir, la spontanéité. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont être impactées par ça. On ne peut pas sortir comme on veut, quand on veut. Profiter des plaisirs de la vie, quels qu'ils soient, hein, sexuels ou autres. Hein. Mais ça impacte beaucoup et ça donne de la culpabilité. Énormément de culpabilité parce que voilà, l'entourage aussi va en souffrir. Alors, ouais, oui. Oui, la victimisation, oui, c'est sûr. Après, comment je peux dire? Justement, quand on est thérapeute, nous, on ne veut pas que les personnes, elles tombent là-dedans. Que tout tourne, c'est pour ça que je dis ça, hein. Je ne dis pas que les gens font ça, hein, mais il ne faut pas que ça arrive, que ça en arrive là, que tout tourne autour de cette maladie, que on en est la victime, que voilà, il y a toujours un truc à faire. C'est essayer d'être moteur là-dedans et pas de se laisser écraser ou de prendre des excuses. C'est les pires attitudes, je pense, à avoir et ça n'aide pas non plus au niveau de la douleur chronique parce que ça ne fait que renforcer le cercle. Voilà, mais évidemment, je ne dis pas que qui que ce soit ici est en mode victime, se victimise, mais ça peut être un phénomène et en tout cas dans lequel il ne faut pas tomber. Voilà, c'est plus une sorte de mise en garde. Voilà, il y a des personnes qui essayent énormément de choses et je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Et comme tu dis, Kana, ce qui compte, c'est essayer par recommandation le plus possible de se tourner vers les bonnes personnes. Même dans son propre entourage, hein, ce qui n'est pas toujours facile. Mais passer le plus de temps possible avec des personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent. Les thérapeutes qui sont formés, qui comprennent, voilà, qui ont de l'empathie, en tout cas par rapport à votre cas, qui ont des retours d'expérience, des associations, pareil, pour vous connecter à des pairs, à des personnes qui sont comme, qui sont comme vous, des couples qui sont comme vous, des parents, des frères, des sœurs qui sont comme vous, des amis, enfin bref. Voilà, pour pas tomber justement là-dedans et que tout ne tourne que ça devienne une sorte d'obsession et que toute la vie soit rythmée par ça. Parce que parfois, il suffit d'une personne, il suffit d'un facteur, il suffit d'un médicament, d'une pratique, non, juste pour vous extraire un tout petit peu plus de cette espèce de boucle. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. J'espère ne blesser personne, bien évidemment. Alors, une chose qui aggrave, c'est l'aspect psychologique. Oui, ça fait beaucoup. Oui, bien sûr, et l'aspect psychologique joue énormément. Comme on disait, hein, il y a cette espèce de culpabilité, cette fatigue chronique, cette douleur chronique qui va impacter énormément le moral, l'image sociale qu'on peut nous renvoyer, l'entourage, ce qui peut nous renvoyer parfois inconsciemment aussi, c'est pas toujours volontaire de leur part, mais des fois, malheureusement, il y a des gens qui nous aident pas, et inversement, il y a des gens qui nous aident, donc c'est pas toujours facile. Mais le côté psychologique, oui, joue énormément, et la douleur chronique impacte, ça donne des downs, ça donne, ça peut donner des baisses de morale énormes, c'est pour ça. Je vous encourage vraiment, si vous êtes dans une boucle de douleur chronique, poussez la porte des centres antidouleurs. Ils sont spécialisés là-dedans. Ils sont spécialisés dans le fait de comprendre toutes les facettes, que les conséquences et les causes de la douleur. Et pas que les causes, les conséquences aussi. Voilà, toute cette sphère psychologique, sociale, la coupure de lien que ça peut donner, la culpabilisation que ça peut donner. Voilà, ils savent tout ça. C'est leur spécialité. Ils ne voient que des gens qui ont mal tous les jours, tout le temps, et qui n'en peuvent plus. Qui ont tout essayé, qu'on leur a tout dit. On leur a tout dit, voilà. Donc surtout, allez-y, c'est leur spécialité. Et voilà, vous pourrez poser votre valise là-bas, il n'y a pas de problème, on vous comprendra. On vous comprendra. Alors, gros bain, papote santé, chaleur sur le ventre pour l'endométriose, puis partage ses doutes sur son travail aux pompes funèbres, le côté commercial. Kana rappelle l'importance d'écouter les concernés et les assos.
Wisebot, imperturbable, fête l'anniversaire du stream et vend son atlas à colorier. On rit, on apprend et on partage. Hashtag coloriage et confidence. Donc, on disait, la problématique, c'est il y a le gros point noir, douleur. Point noir, le côté social, couple, identité, le moral. Voilà, tout ça, en fait, c'est intimement lié. Hein. Là, on segmente parce qu'on est en train de segmenter, mais dans la vie, c'est tout lié. Si on a une vie sociale qui est toute sapée par une pathologie, on n'aura pas le moral. Si on a mal tous les jours, on n'a pas le moral. Si on apprend qu'on avait un projet de devenir parent et qu'on ne peut pas, ben ça ruine une vie. Enfin, voilà, il y a tellement de choses. Donc, le troisième point noir qui peut y avoir avec l'endométriose, c'est l'infertilité. Voilà, pas tout le monde, toutes les femmes ne seront pas, heureusement, infertiles. Heureusement, d'accord ? Pas tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas tout le monde. D'où l'intérêt de consulter dès que vous pouvez, le plus précocement, pour trouver le plus de solutions possibles, le plus tôt dans votre vie de femme, de futurs parents. Voilà. Une grossesse n'est pas incompatible avec l'endométriose. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui le découvrent même après leur grossesse, qui ne le savaient pas avant. Donc, il ne faut pas non plus que ça devienne... Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais en tout cas, n'ayez pas cette crainte. En tout cas, vous ne bloquez pas en disant « je n'ai endométriose, je ne pourrai jamais avoir d'enfant ». Ce n'est pas toujours vrai. Voilà, n'ayez pas en tout cas cette peur à l'intérieur de vous, ce n'est pas toujours le cas. Mais ça peut arriver. Donc, si ça arrive, là, c'est pareil. Il y a les centres PMA qui sont là pour aider les personnes pour avoir un parcours. C'est compliqué. C'est compliqué. Moralement, là aussi, c'est tout un parcours avec des hauts, des bas. Mais là encore, il y aura des professionnels de santé pour vous aider, pour vous accompagner là-dedans, dans ce projet-là. Ça vaut le coup. Voilà. Y a des gens qui seront là pour vous soutenir, qui ont l'habitude, qui connaissent des profils comme les vôtres. Il n'y a pas de souci. Donc là encore, je vous encourage à vous rapprocher d'associations pour en parler aussi, avoir des retours d'expérience sur d'autres personnes qui traversent la même chose, qui ont traversé la même chose, qui ont eu les mêmes doutes. Voilà, c'est hyper important de se connecter. Alors moi, je dis toujours à des pairs, mais à des gens qui sont comme vous, qui ont expérimenté la même chose que vous. C'est hyper important de ne pas rester tout seul parce que des fois, pareil, on est avec nos ruminations. On est avec nos trucs qui tournent en boucle et des fois, comme je disais, il suffit juste d'un événement ou d'une personne ou d'un facteur pour juste nous extirper de cette machine à laver là, qui nous brasse. Et où on a l'impression de ne plus trouver de solution, Voilà. Donc, entourez-vous des bonnes personnes dans vos proches, dans le personnel médical. Voilà. Et si vous connaissez évidemment des personnes qui en souffrent, etc., n'ayez pas peur d'aborder le sujet avec eux aussi. Voilà, il ne faut pas que ce soit un tabou. Voilà. Et le plus que vous pouvez, essayez de ne pas en faire un tabou sociétal. Voilà, si vous avez des amis qui sont concernés, ils seront peut-être contents aussi d'avoir un peu de monde avec qui échanger et d'être compris et écouté. Voilà, n'hésitez pas avec ça. Alors, avant de connaître ta femme actuelle, ok. Oh, je suis navrée. Je suis navrée d'apprendre que tu aies eu une mauvaise expérience par le passé, gros bain. Je suis navrée. C'est sûr, ça peut gâcher une vie de couple. Hein, donc, voilà, restez pas seul, restez pas restez pas là-dedans. Le plus possible, ouvrez-vous à des centres, à des associations. Enfin, je me répète, hein, mais voilà, on peut vraiment avoir un sentiment de solitude ou de culpabilité ou de honte. Voilà, j'ai pas toujours les mots, je suis désolée, mais vous rencontrerez des personnes qui, elles, auront les mots pour vous aider et les solutions pour vous accompagner. Et je suis sincèrement navrée, en tout cas, voilà.
Alors, tu connais l'endométriose, d'où l'intérêt d'en parler, mais aussi à son conjoint. Ah oui, oui, mais complètement. Alors ça, s'il y a bien un truc, même s'il y a une sensation de culpabilité, de honte, il ne faut pas garder ça pour soi. Ne gardez pour vous aucune pathologie d'ailleurs. Ne cachez pas vos pathologies à vos proches, à vos conjoints. Enfin, ça peut amener à des situations qui sont quand même très très complexes et très douloureuses. Donc ne mettez pas votre conjoint, votre conjointe de côté. Enfin, c'est quand même... ça fait partie de votre quotidien. Donc au même titre que j'imagine votre conjointe partage votre quotidien. Donc ne cachez pas vos pathologies et vos problèmes de santé. C'est un dialogue, c'est un chemin à parcourir voilà, à deux toute une vie. Donc voilà, ça peut gâcher aussi la vie de quelqu'un d'autre. Donc des fois on a peur de gâcher en parlant de la problématique, mais des fois c'est presque pire de la cacher. Quand la personne elle découvre le truc, c'est pas ouf quand même. C'est quand même pas ouf. On aurait préféré le savoir avant. Pour pouvoir au moins être utile à quelque chose. Donc oui, mesdames, parlez-en à votre partenaire. Voilà, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Et puis si la personne, j'ai envie de dire, parlez-en. Si la personne, elle se barre, eh bien au moins, j'ai envie de dire, vous serez fixé. Vous serez fixé que ça l'aurait pas fait. Voilà, j'ai envie de dire, voilà. Donc dites-le, hein. Dites-le, hein. Quelle que soit la pathologie dont vous souffrez, c'est... Bref. Dites-le. Flo. Re. Comment ça va depuis tout à l'heure? Tac, voilà. Donc je disais, le couple, il y a l'impact émotionnel, la communication, la culpabilité. Et oui, comme disait tout à l'heure Grobin, une sorte de reconquête de l'intimité. Voilà, ça oblige à être... c'est peut-être le bon côté, entre guillemets, enfin voilà, une résilience en tout cas, de réinventer un petit peu un quotidien, de se réinventer voilà, dans un duo, dans un couple. Voilà. On minimise l'impact, bien sûr, hein, pour la vie de couple. Oui, bien sûr. Alors, oui, puis en plus, c'est sûr que le fait de cacher, et que en plus, après, que la personne, après, peu importe comment va finir la relation, mais ça impacte le conjoint. Et après, lui, c'est sûr que pour se remettre dans une autre vie de couple, à part la suite, il y a cette espèce de cicatrice qui est là aussi. Donc, il faut pas impacter le conjoint qui est là et qui aurait sûrement aimé faire de son mieux, mais qui n'a pas pu. Et qui a été un petit peu, lui aussi, pas victime, mais voilà, qui finalement a subi le truc alors qu'il aurait pu être, ou elle aurait pu être acteur, actrice dans cette aventure-là, quoi, qui est la vie. Ça va, et vous? Oui, nous, ça va très bien. C'est sûr hein, qu'après, toi, tu es en mode, ok, super. Donc, pour le conjoint, la conjointe d'après, c'est pas simple, quoi. On arrive avec des cicatrices, là aussi, donc... parlez-en, enfin la communication c'est quand même la base de, je pense, de toute relation saine, qu'elle soit amicale ou une vie de couple. Il faut quand même pouvoir communiquer, parce que sinon après on transmet cette espèce de bagage là, on le trimballe avec nous, quoi. On aurait pu épargner des peines à quelqu'un, quoi. C'est quand même fort dommage. En tout cas, merci pour votre authenticité hein, dans vos échanges. Je sais que c'est une pathologie qui touche à l'intimité. Donc, c'est très gentil à vous de partager tout ce qui est cette sphère voilà, de l'intimité de votre vie avec nous. Hop. Donc ça, on l'a vu. Donc, les approches complémentaires, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ostéopathie, kiné, tout ce qui est mobilisation, thérapie manuelle, les plantes, les huiles essentielles, donc le mouvement, quel qu'il soit, hein, dans le sens large, la respiration, la sophro, le yoga, essayer d'améliorer la qualité de sommeil, la qualité de sa nutrition aussi, essayer que ce ne soit pas trop pro-inflammatoire, puisque c'est la problématique de l'endométriose, c'est que ça crée de l'inflammation, de la fibrose, des douleurs.
Donc plus on va éviter cette inflammation, ou moins on va donner un terrain propice à cette inflammation, mieux ça se passera, potentiellement. En tout cas, ça va essayer de baisser un petit peu le seuil. Donc voilà, c'est complémentaire, c'est pas toujours miracle, mais comme on disait, on met tout bout à bout, ben ça fait déjà un truc pas si mal. Ça peut faire un petit cocktail sympatoche. Voilà. Donc tout ça, ça joue. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Évidemment, c'est pas miracle, hein. Moi, je suis d'un naturel hyper optimiste, mais je ne minimise pas le côté noir. Je n'essaye pas de le diminuer, mais j'essaye surtout de monter le côté brillant. Voilà, j'essaye de booster un peu parce qu'il y a plein de super choses à faire. Alors après, avec un impact plus ou moins grand, mais tout est bon à prendre. Les avancées de la recherche. Ben, comme on disait, c'est mieux diagnostiqué, c'est mieux compris. Voilà, les imageries évoluent aussi, une meilleure reconnaissance de cette maladie petit à petit. Voilà, des centres dédiés, des protocoles dédiés. Il y a peut-être même des études. Si ça se trouve, vous pourrez vous rentrer dans une étude clinique pour vous-même faire avancer la médecine. Voilà, c'est quand même hyper gratifiant de pouvoir se dire qu'on pourra aider nos potentiels futurs enfants, petits-enfants, voilà, les autres générations. Il y a peut-être des études dans lesquelles vous allez pouvoir rentrer. Donc vraiment, restez pas. C'est pas parce qu'on vous a dit il y a 5 ans qu'on ne peut rien faire pour vous qu'aujourd'hui, c'est toujours le même tableau. Le paysage médical, on l'a dit tout à l'heure, évolue si vite. Ça évolue si vite. Donc vraiment, restez pas avec une sorte de fatalité dans la tête. Ça peut bouger. Donc au contraire, il y a plein d'études qui sûrement vont naître du fait que certaines personnes, et peut-être comme vous, comment je pourrais vous dire ça, n'ont pas bien, enfin c'est comme ça qu'on dit, mais n'ont pas bien réagi à tel traitement. En fait, il y a tel ou tel traitement qui n'a pas eu d'impact sur tel ou tel cas de figure. Donc ils vont développer d'autres études pour essayer de trouver d'autres choses pour ces cas de figure-là. Enfin, vous voyez, donc il y a tout, je pense qu'il y a toujours un petit truc à explorer que peut-être vous n'avez pas été exploré. Voilà. Et maintenant, il y a aussi de plus en plus de réseaux de soins. Voilà, ça s'organise en réseau justement pour l'endométriose, pour je sais pas quoi, pour ceci, pour cela. Voilà, il y a de plus en plus de réseaux qui se créent entre les associations, les hôpitaux, tel soignant libéral, nanana. Donc ça agit beaucoup en réseau maintenant. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. Donc vous serez encore mieux compris qu'il y a quelques années. Et ce sera de mieux en mieux d'année en année, ça j'en suis convaincue. Ça j'en suis convaincue. Donc comment on vit un peu avec qu'est-ce qu'on peut donner comme stratégie concrète. Voilà, on peut développer, comme on l'a dit, de l'auto-compassion pour soi-même, de la compassion pour les personnes qui en souffrent, de la communication dans l'intimité, dans la sphère familiale, dans la sphère amicale, dans la sphère du boulot. Voilà, tout ça, ça va permettre de faire évoluer les mœurs et aussi de diminuer les douleurs aussi psychologiques des personnes qui en souffrent. Écouter son corps, voilà. Pas être dans cette espèce de toujours faut être au taquet, voilà, sortir de cette injonction sociale, c'est ok de ne pas être bien, quoi. Enfin, voilà. Essayer au maximum d'adapter, quand on le peut, voilà, sa pratique sportive, professionnelle, son poste de travail, ses horaires. Si on peut peut-être demander un peu de télétravail, j'en sais rien. Enfin voilà, des fois il y a peut-être justement ces petites portes-là qui n'ont pas été explorées. Voilà, il y a toujours, je me dis, il y a toujours un petit quelque chose. Il peut y avoir un petit quelque chose, quoi. Alors, gros bain, qu'est-ce que tu dis ça m'est pareil une fois. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Alors, attends. Je sais pas du tout. Alors, risque hémorragique. Alors, ça, je suis pas convaincue. Attends, je regarde. Je cherche. Est-ce qu'il y a une augmentation du risque hémorragique? Alors,
Alors, l'endométriose en tant que telle, c'est pas flagrant. En tout cas, ce ne serait pas dû qu'à l'endométriose selon les études. Ce serait à mixer entre d'autres facteurs. La forme de l'utérus, la forme du placenta, le mode d'accouchement. Si c'est césarienne, voie basse, enfin, il y a trop de facteurs pour en déduire quelque chose. L'adénomiose, un petit peu plus. Ça pourrait augmenter le risque hémorragique par rapport à l'adénomiose. Mais après, là encore, l'adénomiose, c'est un peu plus les femmes qui ont déjà eu des enfants. Donc là encore, c'est à pondérer. Voilà, ça reste plus rare chez les femmes jeunes. Donc les maternités, enfin les sages-femmes le sauront, l'auront vu, de toute façon à l'écho et tutti quanti. Donc ils seront au taquet. Ils seront au taquet, voilà. Ils sauront que c'est une grossesse un petit peu plus à risque. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Alors, la PMA, oui, c'est possible, hein, mais je pense que la PMA, ils exposent tous les risques. Mais apparemment, là, selon les études, il y a des études qui n'ont pas trouvé d'augmentation significative. Et d'autres études ont dit que oui, mais que c'est souvent lié à d'autres complications avec des formes de placenta particulières. Voilà, des gestes chirurgicaux plus particuliers, etc. Donc, c'est pas... Ça peut. Donc, je pense que c'est normal qu'ils vous aient dit ça peut. Parce que sur certains cas de figure, ils l'ont vu. Mais c'est pas... Genre, il n'y a pas un truc... c'est pas binaire, quoi. C'est pas binaire, c'est toujours à pondérer avec autre chose. Donc, c'est possible que dans le parcours, il vous ait dit c'est peut-être possible que ça augmente les risques hémorragiques, mais c'est toujours à pondérer avec autre chose. Donc, voilà. Pourquoi ça peut arriver? Ben oui, parce que l'adénomiose, on l'a vu, c'est dans le muscle utérin. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et le placenta peut parfois être un peu plus adhérent ou dans des positions différentes à cause de l'endométriose. Ce qui peut favoriser, notamment si le placenta est un petit peu trop près du col de l'utérus. Quand le col il va s'ouvrir, le placenta il va saigner aussi. Donc voilà, ça va favoriser, etc. C'est très imagé ce que je vous dis. Hein. Voilà. Mais c'est toujours à pondérer avec autre chose. Je pense qu'une fois que la grossesse est lancée et tout ça, ils vont voir. Et ils vont dire, ok, bon, du coup, dans le tableau, on a ça, 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 ça. Donc, il va en découler éventuellement ça, 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 ça comme risque. Donc, on va prendre ça, 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 ça comme précaution. Enfin, vous voyez, mais ils sont obligés de... De toute façon, maintenant, au niveau médical, limite, des fois, ils en disent presque... Enfin, trop, c'est hyper imagé, par ce que je vais vous dire, mais les gens sont tellement procéduriers que, limite, on balance tous les, tous les risques, comme ça, au moins, c'est bon, c'est dit, c'est fait, tu vois. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Quitte à faire peur, mais j'ai l'impression des fois que c'est un peu ça. Alors, Grobin partage son histoire touchante sur l'endométriose, la PMA et les conséquences, tout en rappelant l'importance d'en parler à sa partenaire. On minimise trop. Flo revient papoter, prend des news et compatit. Wisebot, incorrigible, balance promo et conseil bénévolat et rêve de coloriage. Hashtag papote sans tabou. Voilà, c'est ça, faut pas qu'il y ait de tabou. Faut pas qu'il y ait de tabou, mes amis. Ça reste des médecins, vous avez un rhume, vous allez mourir. Mon Dieu. Arrêtez tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça. Réseau, ça on a vu. Voilà. Donc, pour conclure un petit peu, voilà, l'endométriose, c'est quelque chose avec quoi il faut composer. Voilà. Comprendre son corps, comment ça se manifeste dans notre cas de figure, comment on peut dialoguer, se réconcilier à la fois avec cette pathologie, soi-même, son entourage, son couple, voilà, en parler, surtout en parler, parce que voilà, même un peu cabossé, rien n'est parfait dans la vie, il y a beaucoup de solutions. Et la médecine va ne faire qu'évoluer dans ce sens-là. Et c'est aussi à nous, en tant qu'individus, d'en parler
de pas rester dans de pas cultiver ce tabou, voilà, d'en parler. Donc moi, je vous ai donné cette pierre, voilà. Je vous ai livré tout ce que j'avais, ce que je savais sur ça à l'instant T. Donc prenez ce qu'il y a à prendre et vous aussi partagez-le, diffusez ça. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre cette maladie, à être plus tolérant envers vous, les autres. Voilà, et à être un peu optimiste peut-être. J'espère vous avoir donné un peu d'optimiste et vous aider à booster le côté lumineux des deux faces de cette maladie. Voilà, et merci encore à vous tous dans vos échanges, vos commentaires. Beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence et de résilience ici sur cette chaîne, ça me touche énormément. Donc si ce moment vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas, venez sur les lives Twitch, sur la chaîne Caro_Coca, K-O-K, pour discuter en live. Voilà, tous les jeudis, 17h, on fait des lives anatomie, on parle du corps humain. Donc si ça vous a plu, venez. Et puis toutes les autres rediffs sont sur la chaîne YouTube. Voilà. Et venez aussi sur le Discord, si jamais ça vous dit. Il y a des salons exprès pour l'anat, les curieux de l'anatomie et du corps humain. Et voilà, on peut échanger autour de ça. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà. J'espère vous avoir donné un message d'espoir, d'amour et de vulgarisation. Voilà, pour comprendre c'est quoi l'endométriose et comment on peut mieux vivre avec comment mieux vivre avec cette pathologie. Voilà. Mes amis, purée, il est 20h01, c'est incroyable, j'ai jamais été aussi à l'heure. En ayant commencé 45 minutes en retard, catastrophe. Catastrophique. N'hésitez pas, si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, d'autres trucs, surtout, vous me le dites. Comme j'ai été intéressante, merci, mais non, mais c'est vous. Mais c'est le corps humain qui est fascinant. C'est le corps. Merci pour le stream, mais merci à vous pour vos retours, vos échanges, surtout parce que, comment je pourrais dire, voilà, il y a la preuve dans ce chat que voilà, cette maladie, les expériences, comment on expérimente, comment on vit cette pathologie, il y a plein de visages, c'est pas universel. Il y a aussi, on a vu le côté masculin, comment un homme peut vivre aussi, de voir sa conjointe comme ça, le parcours, qu'est-ce que ça peut induire. Voilà, une femme qui est touchée aussi par cette pathologie. Moi, j'adore vos échanges. Voilà. C'est inestimable pour moi, vos échanges. Ça me nourrit. Ça nourrit l'échange. Sinon, on serait là, bon, juste à dire des trucs. Et c'est trop bien de pouvoir échanger. Moi, je suis ravie. Surtout cette maladie, surtout cette pathologie-là, quoi. C'est quand même une femme sur 10, voire une femme sur, 20%, donc une femme sur 5. C'est énorme. Mais c'est plein de visages. Il y a plein de visages et je suis ravie que vous m'ayez montré les vôtres parce que c'est quand même... ça touche à l'intime et c'est un cadeau magnifique que vous faites en venant ici échanger sur ce chat.